Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous plonge dans l'univers passionnant du rap et même si cet univers ne te parle pas, il est question ici d'une vie incroyable, aussi belle que tragique, aussi passionnante que triste. On se dirige vers la planète emo rap. Ce genre, c'est une fusion entre le hip-hop et la musique emo. Alors on sait tous ce qu'est le rap, le hip-hop. Et le style emo, au cas où tu ne sais pas, c'est un genre musical qui est caractérisé par l'expression émotionnelle. Emo vient justement du mot émotionnel. Au-delà de ces deux genres principaux, emo et hip-hop, le emo rap trouve aussi son inspiration dans la trap, le pop, punk, le new metal, l'indie rock, le post-hardcore et le cloud rap. Le emo rap naît d'ailleurs d'une longue collaboration entre des artistes de différents genres. Depuis 1995, par exemple, le groupe Zebrahead fait rapper Ali Tabatabi sur des instrus pop-punk. Des artistes comme MC Lars, Good Charlotte Nerd ou Pharrell s'est illustré avant sa carrière solo, Gym Class Heroes, Kanye West qui remixe Fall Out Boy, Lil Wayne qui collab avec Weezer, etc. La liste des collaborations est longue. Entre les années 90 et 2010, alors que le genre n'est pas encore proprement défini, on appelle emo rappeurs des artistes comme Eminem, Kanye West ou Drake, parce que leurs textes portent plus sur des sujets qui sont émotionnels, en tout cas plus émotionnels à ce à quoi on est habitué. Le genre pèse d'ailleurs lui-même sur la pop et sur beaucoup d'artistes très connus aujourd'hui, comme Justin Bieber, Ariana Grande, Miley Cyrus et bien d'autres. On doit même à l'emo rap la résurgence du pop-punk des années 2020, initiée par des artistes comme Machine Gun Kelly. Les textes emo rap font généralement référence au sujet de la solitude, de l'anxiété, de la rupture, de la consommation d'alcool, de drogue. Ils abordent également les sujets du nihilisme, soit le rejet de la moralité et du sens de l'existence, de la dépression ou encore de ce que j'aime appeler la dévivantation pour pas être démonétisé sur la plateforme. Le genre emo rap naît dans le milieu des années 2010 sur SoundCloud. Pour les personnes qui ne connaissent pas SoundCloud, c'est une plateforme suédoise de streaming audio. Ses utilisateurs peuvent uploader, promouvoir et partager des fichiers audio. Le site a permis de lancer la carrière de grands artistes comme Mac Miller. XXXTentacion, l'un des leaders du mouvement, va marquer de son empreinte non seulement le genre emo rap, mais également toute la scène musicale américaine. Mais cette ascension, rapide et tumultueuse, est ponctuée de violence. Qui est XXXTentacion? Alors oui, on dit bien Tentation, pas Temptation. XXXTentacion, de son vrai nom Jassé Dwayne Ricardo Onfroy, naît le 23 janvier 1998, après 24 heures de dur labeur en salle d'accouchement. Il naît dans la ville de Plantation, en Floride, dans un milieu modeste. Il doit son nom à Bob Marley et à une de ses chansons, So Ja Se. Et comme l'explique son père dans un audio, Ja veut dire Dieu et C'est a dit, donc de la bouche de Dieu ou Dieu a dit. La mère de Jassé, Cléopatra Bernard, a 17 ans au moment où elle donne naissance à son fils. Elle le décrit comme un bébé calme, doux, un enfant sérieux qui a comme une vieille âme. Jassé est issu d'une famille d'ascendance égyptienne, indienne, allemande, jamaïcaine et italienne. Il naît avec un problème cardiaque appelé communication interventriculaire ou un trou au cœur, et c'est la raison pour laquelle sa croissance en sera affectée. Il mesure 1,68 m une fois adulte. Jassé grandit à Pompano Beach, puis Lauderhill, l'une des 8 petites villes les plus dangereuses des États-Unis. Son enfance, qui sera saupoudrée de violence, est assez annonciatrice de sa vie à venir. Ses parents se séparent et son père le prend parfois pour des week-ends et les vacances, mais son père, c'est un homme violent. Aux 10 ans de Jassé, son père d'ailleurs se fait arrêter et il est condamné à passer 10 ans derrière les barreaux pour trafic de drogue. Jassé vit alors avec sa mère Cléopatra, qui est contrainte de beaucoup travailler pour payer le loyer, les factures et subvenir aux besoins du petit Jassé. Petit, Jassé est donc souvent avec des babysitters ou à la crèche pour que sa mère puisse aller au travail. Et sa mère l'aime énormément, elle se démène pour lui offrir tout ce dont il a besoin. Selon Cléopatra, c'est un enfant gâté, mais qui s'est toujours senti seul. Jassé dit lui-même que sa mère a fait de son mieux financièrement, mais qu'elle n'a pas pu le satisfaire émotionnellement et que ça a laissé chez lui une sorte de haine envers lui-même, pour reprendre ses mots. Jassé est impliqué dans des premiers faits de violence à l'âge de 6 ans. Il essaie de poignarder un homme qui embête sa mère. On n'a pas plus d'informations. À 10 ans, il devient très agressif, il se rebelle, il est impliqué dans des bagarres à l'école. Vers 12 ans, il se fait justement virer de son école pour s'être battu dans la cour de récré et aussi dans le bus scolaire. Il va finir par se faire virer de toutes les écoles du quartier où il habite avec sa mère. Il est donc contraint d'aller vivre chez sa grand-mère pour éviter d'être complètement déscolarisé. La grand-mère de Jassé, elle réside dans un quartier qui est assez pauvre, où le trafic de drogue et les gangs sont très présents. Jassé devient une petite brute, il apprend à se faire des ennemis, et ses déboires avec la justice commencent alors qu'il est à peine âgé de 12 ans. Il est arrêté pour possession de drogue, il a sur lui 21 grammes
de ce que j'appelle l'herbe thérapeutique, donc du cannabis. Alors, si tu veux savoir pourquoi j'appelle ça comme ça, je t'invite à aller voir la toute première vidéo de mon autre chaîne YouTube, je te mets un lien à l'écran et en description. Dès l'adolescence, Jassé se passionne pour la musique. Il s'intéresse au new metal, au hard rock et au rap. Il veut déjà devenir rappeur. Autodidacte, il apprend seul à jouer du piano et de la guitare. Sa mère le soutient. Elle lui demande de ne pas causer de problème, de ne pas se faire virer de l'école, et en échange, elle lui permet de passer ses week-ends dans un studio d'enregistrement. Pour l'encourager, elle l'inscrit à un cours de chorale, mais notre petit Jassé va se faire virer pour avoir mis un coup de poing en plein visage à un de ses camarades de chorale, et en plus en plein spectacle. À 13 ans, Jassé est diagnostiqué bipolaire. Les médecins proposent de le mettre sous traitement, mais sa mère refuse. Elle ne veut pas shooter son fils avec des médicaments, pour reprendre ses mots. Elle préfère opter pour la thérapie. Elle pense que ce qui peut aider, c'est creuser et trouver la source du problème. Alors bien qu'on comprenne encore que partiellement le trouble bipolaire, on sait qu'il existe chez les personnes atteintes des troubles biologiques dans le fonctionnement et la communication des cellules du cerveau. Et ce déséquilibre peut être compensé par un traitement, mais la thérapie, bien qu'elle aide beaucoup de personnes, ne peut pas seule bloquer la succession des phases d'une personnalité bipolaire. À 14 ans, Jassé compose son premier son. Jassé devient alors XXX Tentation, ou comme il l'explique lui-même, Tentation inconnue. En 2013, à l'âge de 15 ans, Jassé passe 9 mois en détention juvénile pour possession d'armes. C'est là qu'il rencontre le futur rappeur Ski Mask the Slump God, avec qui il se lie d'amitié et qui l'incite à prendre sérieusement la route du rap. Après sa libération, Jassé est expulsé de son collège pour avoir tabassé un camarade de classe. Il refuse de suivre les règles de la maison et décide de quitter le domicile familial. Alors d'après certaines sources, il serait parti de lui-même, mais d'après d'autres sources, c'est sa mère qui l'aurait mis à la porte. Jassé ne comprend pas pourquoi sa famille impose autant de règles, pourquoi on dit de lui que c'est un mauvais garçon. Il a l'impression que sa famille le déteste. De son point de vue, il vit simplement comme il en a envie en étant lui-même. Inspiré par son ami Ski Mask, il s'investit dans la production musicale. Il arrête l'école et ensemble, ils fondent le collectif Members Only. Ils traînent ensemble, ils fument un peu, ils composent et interprètent leurs sons. Jassé va acheter pour l'équipe un micro premier prix, un micro Wish à 20 balles. Le son est dissonant parce que le micro est de très mauvaise qualité, mais le crew va l'utiliser à son avantage et en faire même une marque de fabrique. En 2014, à 16 ans, Jassé sort son premier EP intitulé Folle sur SoundCloud. Alors pour information en musique, EP veut dire Extended Play et LP veut dire Long Play. En gros, un EP c'est un petit album avec 4 à 6 titres qui font au total moins de 30 minutes, alors qu'un LP c'est un album plus classique avec 10 à 12 titres environ. Donc Jassé sort son premier EP, Folle, et il continue de produire avec Ski Mask the Slumdog et il commence à s'imposer parmi les rappeurs qui pèsent sur la plateforme SoundCloud. La même année, alors qu'il travaille en tant qu'opérateur téléphonique, il publie le titre Vice City, toujours sur SoundCloud. Les paroles de ce titre sont déjà très fortes. J'ai l'air déprimé, toujours agacé, rien de moins, me gardant hors de la prison et me mettant au défi. Il me demande c'est quoi le bonheur quand tu l'écris sur un chèque, ou quand tu le sens dans ta transpiration, ou que ta est dans une poitrine. Si la mort est ce qu'elle paraît, pourquoi est-elle représentée si clairement dans mes rêves? Essaie de tenir debout sur tes 2 pieds, trébuche. Le titre va connaître un énorme succès. Jassé s'établit rapidement en tant que star montante du rap sur la toile. Il se distingue par un style musical brut, cru et parfois agressif. On reconnaît bien la personne qu'il est dans la vraie vie, ça transparaît dans sa musique. Jassé est à la fois auteur, compositeur, interprète, guitariste, batteur, producteur, ingé son. Ce premier succès l'incite à persévérer dans cette voie beaucoup moins dangereuse et risquée que celle qu'il a jusqu'ici empruntée, drogue, armes à feu, gang, violence, etc. Sa personnalité fédère, le public s'attache à sa façon de montrer sa vulnérabilité et sa force en même temps. You guys, and it motivates me to be a different person, it motivates me to not be so fucking down, you know. Jassé implique son public, comme tout artiste de sa génération. Il exploite les réseaux sociaux pour animer et divertir sa communauté. Il veut rester accessible, il répond aux commentaires, il fait des lives. C'est un vrai showman dès ses premières scènes. Il est électrisant, il saute dans tous les sens, il saute dans le public, il hurle dans son micro. Il a vraiment une énergie incroyable. Mais ses allers-retours en prison continuent. En 2015, il est une nouvelle fois arrêté pour un vol à main armée. Il entre dans une maison, vole un ordinateur, un iPad, un iPhone, une PlayStation portable et 20 $ en espèces. À la mi-mai 2016, il retrouve une femme qu'il a rencontrée 2 ans plus tôt sur les réseaux, Geneva Ayala. En 2014, Geneva, qui se sent seule,
comme beaucoup, se dirige vers la toile, chatroom, etc. pour rencontrer des amis. Elle rencontre Jacé, qui remarque qu'elle a des cicatrices de blessures qu'elle s'est infligées à elle-même, et notamment une cicatrice qui est le mot « seul » en anglais, « alone ». Jacé lui demande pourquoi elle a écrit ça sur sa peau, elle répond parce qu'elle se sent seule. Et lui aussi. Il lui demande de graver ce mot sur sa peau à lui, comme elle, pour qu'à chaque fois qu'elle se sente seule, elle pense à lui, et elle puisse savoir qu'elle n'est pas seule. Jenniva vit à ce moment-là dans un motel avec son oncle sur un matelas gonflable, elle n'a même pas d'oreiller, et Jacé va lui donner un oreiller. Il lui fait une place dans sa maison, il lui offre une veste pour qu'elle n'ait plus l'impression de ne rien posséder. Il lui demande si elle aime dormir seule, elle répond que non, et lui dit que lui non plus. Il lui propose de la raccompagner un jour à son motel et de dormir dans le lobby de l'hôtel, juste pour rester près d'elle. Ce sens du sacrifice va chambouler la jeune femme. Ils ont tous les deux l'impression d'avoir trouvé leur âme sœur, l'impression qu'ils ne seront plus jamais seuls. Mais Jacé a une petite amie à l'époque, Jenniva décide de s'éloigner. Quand ils se retrouvent en mai 2016, ils ont 19 ans, ils se mettent en couple et Jenniva vient vivre avec lui. La relation, au départ, elle est très romantique, pleine d'amour, mais hyper passionnés, donc ça peut dégénérer. Ils sont obnubilés l'un par l'autre, presque obsédés, entre passion, possessivité, jalousie, la violence finit par s'installer. Et le caractère impulsif et violent de Jacé, qu'on lui connaît, cause à nouveau des problèmes. Les violences domestiques commencent dès la fin mai de la même année. Jacé va mêler les mots aux gestes, il menace de pénétrer le vagin de Jenniva avec la fourchette du barbecue, pour reprendre ses mots. L'heureux couple quitte la ville de Lauderhill pour s'installer à Orlando. Ils emménagent dans la maison d'un producteur de films porno, un certain Bruno Dickens. C'est une période assez glauque où vont se mélanger nudité constante et rumeurs d'occulte, et en effet, d'après certaines rumeurs, Bruno sacrifie les âmes des femmes avec lesquelles il couche. Lors d'un appel de Jacé depuis la prison de Turner Guilford Night, on entend une sorte de prière. D'après certaines sources, il pourrait s'agir de Santeria, une religion née de la diaspora africaine à Cuba au XIXe siècle. Enfin, tout ça, c'est juste des rumeurs. Chez Bruno, Jacé peut enfin donner libre cours à son art, il peut hurler dans le micro, faire de la musique toute la journée, mais il est dans un environnement très malsain. Il y a des femmes à poil partout dans la maison, il y a des scènes porno qui sont tournées dans toutes les pièces. Pire même, Bruno incite à la violence pour avoir du contenu à publier sur son site web. Et voici un exemple d'incitation à la violence. Un jour, un mec lui doit la somme de 5000 $ à Bruno, et ce mec-là ne peut pas rembourser. Donc Bruno a la solution suivante. Il lui dit que si lui et Jacé se battent, et que Bruno les filme, alors la dette est oubliée. Alors évidemment, j'arrête ici, je ne vais pas te montrer la totalité de la scène, de toute façon, j'ai pas le droit, et puis c'est pas quelque chose que je veux montrer ici. Le tout est diffusé en direct sur Periscope. Et Jenniva est un peu perdue dans cet environnement, elle s'enferme dans la chambre de Jacé avec lui toute la journée. Elle semble vidée, elle est en profonde dépression. La femme d'un ami rappeur raconte qu'un jour, Jenniva rigole à une blague pendant une discussion de groupe, et elle rigole à la blague d'un autre homme. Jacé va péter un câble, il l'emmène dans la chambre pour discuter. Alors la femme qui nous raconte cette anecdote explique qu'ensuite elle entend des voix en train de se disputer et le bruit de quelqu'un qui reçoit un coup. Et ensuite elle entend l'eau de la baignoire couler, donc elle se dit ils vont prendre une douche, ils vont se calmer, mais des bruits étranges la poussent à aller voir ce qu'il se passe. Jacé est en train d'essayer de noyer Jenniva dans l'eau de la baignoire. Jenniva est isolée, elle n'a aucune estime d'elle-même, elle reste avec Jacé, se disant que personne ne l'aimera autant que lui. Quand on aime, on ne fait pas subir ça. Si tu es dans ce genre de relation, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Dans un enregistrement fait par un de ses amis proches, Jacé dira que Jenniva a peur pour sa vie et il comprend pourquoi. Il sait la violence dont il est capable. En juillet de la même année, un nouvel épisode de violence est rapporté. Cette fois, Jacé frappe Jenniva à coups de pied, à coups de poing, il la pousse, il la piétine, parce qu'elle a eu le malheur de chanter la chanson d'un autre artiste. Encore une fois, les mots viennent ponctuer les coups et il menace cette fois de lui couper la langue. Le même mois, Jacé est de nouveau arrêté pour avoir poignardé son ancien manager, Dylan Tablaze Turner. Il paie sa caution et plus tard les charges sont abandonnées. Mais il est rattrapé et condamné pour le vol à main armée de 2015. Après 6 mois d'emprisonnement, en septembre 2016, sa peine de prison est transformée en assignation à domicile. Il a alors 18 ans. Jacé retrouve Jenniva et la violence continue. Jenniva lui avoue avoir couché avec un autre homme pendant son incarcération. Il lui met un couteau sous la gorge, alors un vrai couteau, hein, c'est pas l'expression. Il l'étrangle et il menace de lui casser une bouteille sur la tête.
Fin septembre, le couple déménage encore, il s'installe à Sweetwater, toujours en Floride, et 2 nouvelles occurrences de violence sont rapportées à ce moment-là. Telle une tornade, rien ne peut arrêter Jassé, sa colère l'anime totalement et il se comporte comme un animal enragé. Il fait vivre à Geneva 2 jours d'enfer. Alors qu'il menace de la tuer, elle et leur enfant à naître, oui, elle a annoncé avoir fait plusieurs tests de grossesse à la maison qui sont positifs, Jassé se met à la battre à coups de poing, coups de coude, coup de pied. La meuf est enceinte. Après avoir été battue violemment, la jeune femme demande aux colocataires avec lesquels ils vivent de l'emmener à l'hôpital. Mais Jassé s'interpose, il lui interdit de sortir tant que son visage est couvert de bleu. Alors je peux pas te montrer ici, mais tu verras sur internet si jamais tu cherches, il y a plein de photos où on voit les yeux de Geneva presque complètement fermés et complètement bleus et violets. Jassé et les colocataires conduisent Geneva dans un autre appartement où ils l'enferment dans une chambre en lui confisquant son téléphone. Ça s'appelle du kidnapping. Elle est retenue dans cet appartement contre sa volonté pendant 3-4 jours, jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir. Ce jour-là, alors que Jassé joue à la console, elle ouvre le frigo pour faire une sorte de diversion. Alors qu'il pense qu'elle est en train de chercher de quoi manger, elle se met au sol à 4 pattes et elle rampe jusqu'à la porte. Elle l'ouvre et elle s'enfuit. Mais en courant, elle panique. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de figure paternelle pour la protéger, elle n'a personne. La première personne qu'elle appelle, c'est son ex-petite amie, c'est le seul numéro qu'elle connaît par cœur. La mère de son ex la dépose au commissariat et elle la laisse seule pour éviter que son fils ou elle ne soit impliqué, qu'on pense que ce soit eux les responsables ou son fils. Après quelques jours d'hospitalisation, Geneva s'en sort avec quelques cicatrices et les tests menés à l'hôpital indiqueront qu'elle n'est pas enceinte. Jassé, quant à lui, est arrêté le 8 octobre 2016 et accusé de séquestration, violence domestique aggravée, coups et blessures et manipulation de témoins. Alors la manipulation de témoins, c'est un ajout qui sera fait pendant sa détention provisoire pour des appels qu'il va passer avec Geneva et d'autres membres de son entourage. Pendant ces appels, il leur demande de modifier l'histoire. Et au passage, fun fact, en janvier 2017, A$AP Rocky partage son soutien à XXXTentacion sur Instagram. Le rappeur de 33 ans écrit dans ce post « Libérez mon... » alors le mot en N, donc je ne vais pas te le dire évidemment, « J'ai hâte que tu rentres à la maison ». Bon, après, il faut dire qu'A$AP Rocky aura lui-même des accusations de violence sur le dos un peu plus tard, hein, donc bon, on peut comprendre qu'ils soutiennent quand même X. Et en réalité, c'est pas seulement A$AP Rocky qui défend Jassé, c'est le public entier qui s'insurge. Jassé reçoit une vague de soutien énorme, son mugshot et le hashtag FreeX vont faire le buzz, alors que Geneva, de son côté, elle est presque lynchée sur la place publique pour avoir fait enfermer X. Le monde à l'envers. Au début de l'année 2017, alors que Jassé est en prison, sa chanson Look at Me, sortie sur SoundCloud en 2015, se classe à la 34e place du top 100. XXXTentacion passe de rappeur émergent à star de la scène du rap. En mars 2017, après 6 mois de prison, il plaide non-contestation pour le cambriolage avec violence de 2015, tandis que le procès pour violence domestique est repoussé à 2017. Il est donc libéré, et à peine sorti, il découvre que grâce à sa chanson Look at Me, son nom est partout sur internet. Et là, gros drama. Au moment de la sortie du titre KMT de Drake, le public compare la chanson à Look at Me de XXXTentacion. Sans le faire exprès, Drake va propulser la carrière de Jassé en l'accusant de plagier son style. Les amateurs de rap se précipitent sur SoundCloud pour vérifier par eux-mêmes, et le jeune artiste prend alors une envergure international. Alors qui a plagié qui, c'est pas très clair. X accuse Drake, Drake accuse X. Pour info, le titre de Drake sort en 2017, celui de X sort en 2015. Je dis ça, je dis rien. Le drama entre les deux rappeurs est lancé. X accuse Drake d'avoir volé son flow et il dit pendant une interview pour la radio « Drake n'est pas un homme, je pense que c'est une petite pute. C'est un coup de pute. » XXXTentacion va envoyer un défi à Drake. Si t'es capable de faire un album ou même 2-3 titres sans sonner comme quelqu'un d'autre, si tu peux être original 2 secondes, je cours à poil dans la rue et je me tatoue ton nom sur mon boule. Tu sais sûrement que c'est pas la première accusation de plagiat sur la personne de Drake. D'après un article du magazine Busca P, ce sont des artistes comme Pimp C, Maze, Juvenile, The Weeknd, Big Sean, Dade Prez, Lil Wayne, Fonty, 50 Cent, Kanye West et je pense qu'il y en a encore plein d'autres qui ont été pompés par Drake. La palme de la meilleure réaction à ce sujet revient à Soulja Boy. Bobby Graham in a wheelchair. Drake! Yes!
Y'all niggas better stop playing with me. Stop telling me like I ain't teach Drake everything he know. Hold on, you taught Drake everything he know. Y'all ain't hear Drake on his first song? Tell me what's really going on. Drizzy Drake back in this thing already. That's Soulja. That's my bar. Courant 2017, Jahseh signe avec le label Empire Distribution, un monument de la scène de rap. Le label a signé des artistes comme Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Cardi B, Iggy Azalea et bien d'autres. Après cette phase productive, Jahseh va s'attirer de nouveaux problèmes et les réseaux sociaux vont témoigner de cette période. En avril 2017, il organise un concert surprise à Miami qui se transforme en émeute. La police intervient et arrête le spectacle. Jahseh est escorté hors du lieu. Le 31 mai 2017, un pote de Jahseh se lance dans le public pour faire un slam, mais il est mis à terre et frappé par plusieurs personnes du public. Le 7 juin 2017, Jahseh se fait assommer sur scène, s'ensuit une bagarre générale pendant laquelle un fan se fait poignarder. Ensuite, un homme monte sur scène et assène un violent coup de poing à Jahseh, le laissant inconscient. Le 14 juin, Jahseh donne un coup de poing à un fan pendant un concert. Le 17 juin, il frappe un fan dans le public après que celui-ci lui touche le torse. La violence est constante. À la fin de l'été 2017, alors qu'il est à nouveau incarcéré pour des accusations de violence, sa famille angoisse. Au vu de sa célébrité, il doit être placé à l'isolement, mais ils ont tous peur qu'il ne se remette pas de passer autant de temps à l'isolement. Le docteur Michael Brannon, psychiatre contacté par la famille et l'agent de Jahseh, permet sa mise en libération conditionnelle dans l'attente de son procès en échange d'une thérapie très suivie. Résultat, il est relâché, mais il reste en sursis pour 6 ans et il est toujours sous le coup d'autres chefs d'accusation. Son premier album, intitulé 17, sort le 25 août 2017, alors qu'il est encore incarcéré. Et cet album va grimper en 2e place du US Billboard 200. C'est le classement hebdomadaire des titres les plus écoutés, streamés ou achetés. En octobre 2017, cet album se vend à plus de 300 000 exemplaires. Le 2e single de cet album illustre un nouveau drame dans la vie du rappeur Jocelyn Flores. Jocelyn Amparo Flores naît le 2 juillet 2020 dans le Bronx. Son père, barbier de profession, meurt des suites d'une maladie chronique alors qu'elle n'a que 4 ans. Un traitement existe, mais ils ne peuvent pas se le payer. Les soins médicaux, tu le sais sûrement, aux USA, c'est pas accessible pour tous, malheureusement. Quelques années plus tard, Jocelyn avoue à sa mère qu'elle a été victime d'inceste par un membre de sa famille proche. On ne sait pas qui est l'auteur de cette atrocité. Jocelyn souffre depuis très jeune de dépression. Il lui arrive de se faire du mal. Dès l'âge de 12 ans, elle fait une première tentative de dévivantation. Mon cerveau est cassé, dit Jocelyn, les docteurs ne peuvent rien pour moi. Un peu avant l'âge de 16 ans, la jeune femme est hospitalisée 4 fois pour avoir pris des comprimés, pour avoir coupé ses poignets et pour avoir bu de l'eau de javel, et une fois pour les 3 en même temps. Jocelyn a vraiment perdu tout espoir, elle n'est pas comprise ou suffisamment accompagnée, et en effet sa famille explique qu'elle a toujours eu un caractère complexe et qu'elle aura caché sa dépression. Jocelyn, ou Nena comme on l'appelle dans sa famille, est en rébellion avec les règles très conservatrices à la maison. Elle a 16 ans, mais elle se sent déjà femme et adulte. On lui donne souvent d'ailleurs 24 ans. Elle a des besoins de liberté, d'indépendance, mais elle n'a pas le droit de sortir le soir, elle n'a pas le droit de mettre du maquillage, elle n'a pas le droit de flirter avec des garçons, elle n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Dans les disputes avec sa famille, elle dit souvent qu'elle veut se dévivanter. Mais sa famille pense que c'est surtout la frustration qui parle. Sa dépression s'intensifie à cette période et sa famille peut enfin voir l'ampleur du mal-être de la jeune fille. Elle commence à voir un thérapeute qui propose à sa famille d'essayer de lui accorder plus d'indépendance, de l'autoriser de temps en temps à se maquiller, les sorties, concerts, etc. Et elle essaie même, à cette période, les herbes thérapeutiques, mais dans un vrai but thérapeutique, un vrai but médical. Herbes thérapeutiques, cannabis. En mai 2017, un jeune homme qu'elle rencontre une dizaine de jours plus tôt sur Twitter lui propose de lui payer un billet pour la Floride pour qu'ils se rencontrent. Cette personne, il s'agit de Jahseh. Il a vu des photos de la jeune femme sur le réseau social, il lui envoie un message privé, ils discutent sur Twitter donc, ils échangent leur numéro et ils s'appellent en FaceTime. Après quelques jours, Jahseh veut la rencontrer en vrai. Et étrangement, la famille de Jocelyn accepte. Elle n'a que 16 ans, lui 19, bon à la rigueur la différence d'âge n'est pas très grande, mais elle reste quand même mineure. Passer de 0 liberté à fais ce que tu veux, va en Floride toute seule, je sais pas si c'était la meilleure des décisions. Surtout quand on sait que sa dernière hospitalisation, liée à sa dépression, date du jour de Noël, soit moins de 6 mois avant. La situation est encore assez tendue, la mère de Jocelyn ne veut pas la brusquer, et sa tante rajoute que, vu l'état d'esprit de Jocelyn, elle serait partie quand même de toute façon. Donc la famille préfère au moins que ce soit avec leur accord. Le 11 mai 2017, Jocelyn arrive en Floride. Et très vite,
elle déchante. Tout éprise qu'elle est du jeune rappeur, elle se rend compte que les choses sont très différentes de son côté à lui. Au moment où elle arrive, une autre jeune femme, Zoé, est aussi invitée, comme elle, chez Jassé. Le premier jour se passe plutôt bien, et Jassé propose même à Jocelyn d'être mannequin pour sa marque de vêtements Revenge, qu'il veut créer pour promouvoir son prochain album, mais il y a quand même une tension qui se crée entre les jeunes femmes qui se sentent mises en rivalité. Le deuxième jour, Jassé accompagne sa cousine à un bal de promo, il quitte sa maison au milieu d'après-midi et il laisse les deux jeunes femmes ensemble. Quand il revient le soir, il se rend compte que 7000 $ en espèces lui ont été volés. Il interroge ses deux invités, mais elles s'accusent l'une l'autre. Le ton va monter, Jocelyn et Zoé en viennent presque aux mains, mais Jassé, qui est en sursis, veut à tout prix éviter qu'une bagarre éclate chez lui. Il met les deux jeunes femmes dehors. Et il dit à Jocelyn au passage que c'est mort pour le projet de mannequinat, il a plus besoin qu'elle pose pour sa marque. Selon le rapport qu'il fera à la police, Jassé propose de payer le billet retour à Jocelyn, mais d'après lui, elle refuse. Elle ne veut pas de son argent. Après ça, elle lui envoie un message où elle est un peu paniquée, elle lui demande si c'est vraiment mort ce job de mannequin. Un dernier message est échangé entre eux à 22h35. 10 minutes plus tard, Jocelyn est à l'arrière d'une voiture avec deux membres de l'entourage de Jassé en direction d'un hôtel pour apparemment y faire la fête. À 23h20, le groupe va procéder à leur check-in dans l'hôtel Hampton Inn de Coconut Creek. Ce groupe-là ne se connaît pas du tout, les deux hommes disent même ne même pas connaître le nom de Jocelyn. Elle aurait juste marmonné qu'elle a retenu la leçon. Elle a avec elle une petite valise rouge, elle porte un t-shirt sport couleur noire, un jogging et des sandales avec des chaussettes noires. Elle a 5 bagues et ses ongles sont vernis de rouge, sauf les doigts qui portent des bagues qui sont vernis en gris. Ses cheveux noirs sont recouverts par une perruque blond platine. Et après s'être installés dans la chambre, les deux hommes partent chercher à manger. Jocelyn reste dans la chambre. Quand ils reviennent, 30 minutes plus tard, la jeune femme est dans la salle de bain, la porte est fermée et la lumière allumée. Les hommes ressortent, et quand ils reviennent, 45 minutes plus tard, Jocelyn est toujours enfermée dans la salle de bain. Il est environ 1h du matin, ils sont fatigués, donc ils vont se coucher, et ils se disent qu'elle sera sûrement sortie d'ici là. Peut-être qu'elle veut juste pas les voir. Sauf qu'à 7h du matin, quand ils se réveillent, la jeune femme est toujours enfermée dans la salle de bain. Ils paniquent, ils appellent alors un membre du personnel de l'hôtel pour ouvrir la porte. L'employé de l'hôtel entre dans la salle de bain et découvre le corps inerte de Jocelyn à l'intérieur sur le sol froid. Tout le monde comprend tout de suite qu'elle est morte. La police confirme que Jocelyn Flores, 16 ans, s'est dévivantée dans cette salle de bain d'hôtel. Jassé n'apprend sa mort que quelques jours plus tard et il envoie un message à sa communauté via les réseaux sociaux. Si vous êtes sous traitement, si vous avez des troubles bipolaires ou mentaux, il est important de prendre vos médicaments. 5 jours après la mort de Jocelyn, Jassé, très ému par cette tragédie, publie un son acoustique intitulé Garrett's Revenge, plus tard réduit à Revenge, qui veut dire vengeance en français. L'intro commence par des excuses de Jassé, probablement à Jocelyn. Certains tuent, certains volent, certains te brisent le cœur, et tu pensais que j'allais te laisser t'en tirer comme ça. Je ne veux pas laisser couler, donc je vais pourrir dans ma tombe. J'ai creusé 2 tombes pour nous, ma chérie. Je peux pas dire que j'ai été parfait, je t'ai laissé dans la peur. Et voici ce que ces paroles veulent dire. Pour l'histoire des 2 tombes, on peut trouver plusieurs explications. La première, elle est liée au philosophe Confucius qui disait « Avant de t'engager sur le chemin de la vengeance, creuse 2 tombes ». Dans le sens où la recherche de la vengeance, c'est une pente glissante, elle peut blesser plusieurs personnes, dont soi-même. On peut aussi comprendre que, personnellement, Jassé s'associe tellement au dévivantage de Jocelyn que lui aussi a perdu une partie de son âme. Et on peut même comprendre qu'il envisage peut-être de suivre Jocelyn dans la mort. Les paroles sont très sombres, Jassé semble se sentir très coupable d'avoir abandonné la jeune femme dans sa tristesse, et il semble même croire qu'il est lui-même responsable de sa mort. Sur SoundCloud, il ajoute une dédicace à sa chanson. Repose en paix, Jocelyn, je prendrai ma revanche sur le monde. D'après certaines rumeurs, la cover de l'album, qui représente des feuilles de papier griffonnées, serait une photo de la lettre d'adieu de Jocelyn. Mais d'autres sources vont démentir, disant que c'est en fait juste du sensationnalisme. En réalité, Jocelyn n'a jamais écrit de lettre avant son départ. 3 mois plus tard, un nouveau son est posté par XXXTentacion. Dès sa publication, le titre grimpe vite dans les écoutes, et il grimpe tellement qu'un an après, Jassé obtient un disque double platine pour ce titre. Et ce titre, c'est tout simplement Jocelyn Flores. Les paroles sont encore une fois très sombres, très tristes, avec comme sujet abordé la mort et le pessimisme. Cette chanson parle d'une douleur intense, extrême et sans espoir.
J'ai mal, je veux mettre 10 balles dans ma tête, j'ai des envies de dévivantation, et en même temps je suis vide. Ça s'est passé l'été dernier et personne n'a aidé. Depuis ce jour, je me déteste, je veux juste en finir. Et la mémoire me revient de nulle part, de mon oncle qui joue avec un nœud coulant. Le stress post-traumatique m'a rendu fou. Alors ici, Jacé établit le parallèle avec le dévivantage de son oncle qui s'est produit quand il était enfant. Sa famille a eu énormément de mal à se remettre de ce drame. J'ai mal, j'ai même du mal à tenir bon, je ne me sens plus pareil, je suis vide. Le son apparaît au Billboard 200 et XXXTentacion, avec ses influences éclectiques, devient un artiste influent du rap emo. Sa musique diversifiée, expérimentale, avec ses distorsions et ses références, se met à influencer tout un genre. À mi-chemin entre le trap rock et l'emo rap, il séduit le monde qui se laisse porter par son flow et envoûté par ses paroles transcendantes. Kendrick Lamar lui-même dira « Écoutez cette musique si vous ressentez quoi que ce soit ». Des pensées bien brutes. Jacé, c'est donc un jeune adulte instable et très émotionnel. Des critiques qualifient sa composition de bizarre et choquante et font souvent référence à la violence, au sexe, la drogue, la solitude, la dépression, l'isolement et l'anxiété. Il parle à une jeunesse qui souffre du mal du siècle en réalité, et son discours est très bien reçu. Sa fanbase est extrêmement engagée, fidèle, et on comprend pourquoi. Alors même moi qui n'ai pas du tout son âge, je suis émue aux larmes par ses chansons. D'après le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le taux de dévivantation a augmenté de 25% depuis 1999 aux États-Unis. Et chez les adolescents, ce taux a triplé depuis les années 40. Un lycéen sur 6 rapporte avoir déjà sérieusement songé à quitter ce monde. La fin de l'année 2017 est ponctuée d'imprévus, de bizarreries et de réactions en tout genre. Fin septembre, un des concerts proposés gratuitement par XXXTentacion est annulé. 2000 personnes se pointent alors que le lieu peut recevoir seulement 750 personnes maximum. S'ensuit une émeute et Jacé est pourchassé dans sa voiture par des fans. Une fois de plus, la police intervient. Bon là, la rigueur, il y est pour rien. Le concert est annulé parce que il y a vraiment trop de monde pour le lieu. Le 22 septembre 2017, Jacé se teint les cheveux en gris et il se rase les sourcils. Un signe de son instabilité, c'est possible. Est-ce qu'il décide de renier une certaine norme? Est-ce que c'est du génie? Ou est-ce que c'est une phase de sa bipolarité? Ou tout simplement parce que c'est une célébrité et que c'est fréquent chez les stars, les chanteurs, de changer de look? C'est possible aussi. Mais pourtant, Jacé dira lui-même qu'il veut justement inciter les gens à voir au-delà de son physique. En octobre 2017, la date de son procès pour violence domestique est fixée. Il se tiendra le 11 décembre suivant. Jacé annonce sur les réseaux sociaux qu'il donne plus de 100 000 $ pour des programmes de prévention de violence domestique. Alors ça fait un peu cheveux sur la soupe, hein, presque un peu du foutage de gueule, ou alors il cherche vraiment la rédemption. Et la rédemption, c'est justement un thème qu'on retrouve aussi dans sa musique. Toujours en octobre, une vidéo prise pendant un concert va fuiter, et on y voit Jacé frapper un fan à la tête avec son micro. Plus tard dans la soirée, il poste une vidéo où il explique qu'il a agi en légitime défense, et c'est le fan qui a frappé en premier. À cette période, le pote qui a poussé Jacé à faire de la musique, Ski Mask, prend ses distances. Jacé est imprévisible et Ski Mask ne veut pas être associé à lui, il pense à sa carrière et aux implications négatives que ça pourrait avoir pour lui de continuer à fréquenter quelqu'un d'aussi violent et imprévisible. De son côté, Jacé annonce sur ses réseaux sociaux qu'il ne refera de la musique avec Ski Mask que s'il redevient son ami. Alors il disait juste 2 jours avant qu'il ne voulait plus faire de musique parce qu'il en a marre d'être abusé mentalement alors qu'il aide les autres, qu'il est fatigué de la haine. Quel artiste risquerait sa carrière à balancer ce genre d'infos? Tout ça c'est assez puéril, mais c'est surtout très brut, très spontané et peut-être un peu trop. Jacé semble se perdre dans ses émotions, mais il se ressaisit et il signe un contrat d'un montant de 6 millions de $ avec la maison de disques Caroline Distribution. Ce contrat va lui permettre d'acheter un gigantesque manoir à 1,4 million de $ à Parkland, en Floride, où il va héberger sa mère ainsi que sa nouvelle petite amie, Genesis. On a très peu d'informations sur la relation entre Jacé et Genesis. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se rencontrent par l'entourage du rappeur. Jacé veut au départ qu'elle devienne son assistante parce qu'ils s'entendent très bien, qu'elle est très maternelle et qu'il est complètement rassuré et apaisé par sa présence. Ensuite, il lui propose d'être sa petite amie, mais elle peut partir quand elle veut. Bon, il a l'air d'avoir évolué dans ses relations amoureuses. Ou alors c'est peut-être pour la rassurer par rapport à ce qu'il s'est passé avec Geneva et que peut-être Genesis sait. Genesis accepte, ils se mettent en couple et ils sont visiblement heureux.
Aucune allégation de violence ne nous parviendra de la part de cette jeune femme. La seule chose qu'elle dit, c'est qu'elle marche sur des œufs avec lui parce qu'on ne sait jamais à quel Jah on a affaire. Jahseh va se mettre à faire beaucoup de vlogs. On voit moins de vidéos de violence et plus de live, de face cam où il est émotionnel, parfois il insulte, parfois il demande pardon. Dans les moments où il va mal, s'il est triste, énervé, il cogne sa tête contre le mur. Parfois il fait des lives où il parle un peu philosophie, il parle de l'esprit, mais c'est un discours qui reste très décousu. Malgré un traitement, sa bipolarité semble incontrôlable, et en réalité, il ne le prend plus, ce traitement. Il dit que ça éteint son énergie et sa créativité, il ne veut plus le prendre. Par contre, il consomme différentes drogues, il veut libérer son esprit et il pense que ces substances peuvent l'aider. Alors dans son cas, apparemment, ce ne sera pas le cas. Il dit à sa mère qu'il entend des voix, qu'il dort très mal. Alors est-ce que entendre des voix et mal dormir, c'est le résultat d'une prise de substances ? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait entendre des voix, de prendre des substances ? Je ne sais pas. Jahseh aurait raconté un jour à Ski Mask un trip au LSD pendant lequel il aurait rencontré l'esprit d'un démon qui lui a donné des informations sur lui-même et qui lui a dit qu'à un moment donné, les démons viendraient le chercher. Jahseh continue d'être hyper productif sur les réseaux et il va créer le hashtag The Helping Hand Challenge, en français le challenge coup de main. Et il va filmer un vlog pendant lequel il est en pleine action caritative. Il donne des vêtements, des PlayStation 4 toutes neuves, des instruments de musique à des enfants dans un foyer. Et il incite son public à en faire de même. Ça lui semble très important d'influencer, d'entraîner et d'aider la jeunesse. Un peu comme un syndrome du sauveur, il sait ce que c'est d'être triste, d'être seul. Il est à la fois en pleine phase de paranoïa, comme il le dit mot pour mot, mais il veut pouvoir soutenir ses fans, comme ses fans l'ont toujours soutenu. Et il dit à ses followers pendant un live « J'apprécie et j'aime chacun d'entre vous et je crois en vous tous. Ne laissez pas la dépression vous définir, ne laissez pas votre corps définir votre âme, laissez votre âme définir votre corps. Votre esprit est sans limite, vous valez mieux que ce que vous pensez. » Jahseh se sent investi d'une mission, ça fait très speech motivationnel, mais on voit que ses pensées sont troubles et confuses. Et surtout, il dispense à sa communauté des conseils en relation, l'hôpital qui se fout quand même de la charité quand on sait les accusations qui pèsent sur lui. Mais il reste un homme très jeune, il a 19 ans, on le voit par exemple dans sa chambre avec ses peluches. Pendant un vlog, il montre une peluche Stitch sur son lit et il dit que c'est son personnage Disney préféré. Il est fiable et on peut compter sur lui. Jahseh, c'est un homme en colère qui déteste sa colère. Il tente de gérer ses émotions, mais il y parvient très mal. Il dit que quand on a peur de quelque chose, on ne peut pas se mettre en colère, mais que quand on a peur de rien, alors la colère prend le dessus. Il dit « Mon père a été incarcéré quand j'avais 10 ans. De qui j'allais avoir peur? De ma mère? Non, j'ai peur de personne. Donc ma colère a pris le contrôle. » Il trouve du courage, de la confiance et de la force dans le personnage de XXXTentacion. Jahseh est faible, mais personne ne le remarque, personne ne se soucie de ce qu'il ressent. XXXTentacion, lui, est puissant, confiant, écouté, adulé, admiré, et toutes ses émotions ont de la valeur auprès du monde entier. On voit vraiment se dessiner le portrait d'un jeune homme blessé au fond de son cœur et de son âme, boosté par son ego, et qui trouve un exutoire et une raison d'exister dans sa créativité et aussi dans sa colère. En mars 2018, Jahseh sort son album Point d'interrogation. Il en fait la promotion en disant « Cet album, c'est pas à propos des mots, c'est à propos des émotions. Ça va être très difficile à comprendre, mais très facile à écouter. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, mais si vous pensez que vous comprenez ma musique, soyez prêts à ne pas comprendre cette musique. » On sent dans ses prises de parole, sur ses réseaux sociaux, dans ses clips, une tension folle. Il semble perdre pied. Il n'est plus tellement violent, mais il semble en pleine remise en question, et parfois très sûr de lui à dispenser des cours magistraux à ses followers sur comment mener leur vie. Dans une de ses vidéos publiées en direct sur Instagram, il exprime son point de vue radical sur son existence, tout en espérant que sa musique puisse lui survivre et inspirer la jeunesse. « Je vais sûrement crever d'une mort tragique. » Il prophétise sa propre mort. Several gunshots, possibly a drive-by. A witness advised a black Dodge Journey shot somebody in a black BMW. Le 18 juin 2018, Jahseh commence sa journée à 6h du matin par une partie de League of Legends. À 8h, il commence à travailler sur son nouveau son, Chase, Glass Shards, et ce pendant 6h jusqu'à 14h. Pendant ce temps, il envoie aussi des messages à sa petite amie Genesis, qui est un peu malade, et ils conviennent ensemble qu'elle doit prendre un rendez-vous chez un médecin. À 15h11, il est en FaceTime avec sa mère pendant à peu près 2 minutes. Comme il sait qu'il va devoir se présenter devant la justice, ils échangent sur le procès à venir. Sa mère est terrifiée, mais elle essaie de le rassurer. Elle lui dit qu'il est puissant, elle l'a vu contrôler une foule entière pendant un de ses concerts, mais Jahseh lui dit qu'il veut fuir.
Et elle lui dit « Mais comment tu veux te fondre dans la foule? T'as des tatouages sur le visage et des cheveux bleus. » Elle insiste, il va devoir mener le plus grand des spectacles pour pouvoir s'en sortir. Il dit qu'il va s'y préparer, et puis il change de sujet, il lui dit qu'il va aller s'acheter une moto. Cléopatra, sa mère, elle est un peu intriguée, il a déjà plusieurs motos dans son garage et il les utilise pas vraiment. Elle lui propose d'organiser pour lui la venue de garde du corps pour faire cet achat. Et il lui répond « Oh, flemme, ça va être trop long, je vais faire juste l'aller-retour, j'en ai pas pour longtemps. » Il appelle son oncle et ami, Léonard Kerr, pour conduire sa voiture sur le retour au cas où il achèterait une moto et que donc il aurait besoin que quelqu'un conduise la voiture jusqu'à chez lui. Jassé et Léonard, son oncle, se mettent en route à bord de sa BMW i8 d'une valeur de 150 000 $. À 15h20, ils font un arrêt à la Bank of America et Jassé retire 50 000 $ en billets de 100 $. Il range cette grosse somme dans son sac Louis Vuitton dont la valeur est de 2000 $. Et c'est à ce moment-là que Jassé est repéré. À 15h30, lui et son oncle arrivent chez le concessionnaire Riva Motorsport au nord de Miami. À 15h32, les images de vidéosurveillance du parking du concessionnaire montrent des hommes dans un SUV noir se garer et suivre le rappeur dans la boutique. Ces hommes quittent ensuite le concessionnaire pour déplacer leur véhicule vers la porte nord du parking. À 15h36, alors que Jassé et Léonard cherchent à sortir du parking, ils se font tendre un piège. Un véhicule leur barre le passage et deux hommes masqués et armés prennent en joue Jassé à travers la fenêtre de sa voiture côté conducteur. Une altercation s'ensuit, Léonard arrive à s'enfuir, mais Jassé est coincé dans la voiture. Il tente de résister, mais l'un des deux hommes entre dans le véhicule par la porte passager, laissée ouverte par Léonard, pour lui voler son sac, pendant que l'autre homme le menace toujours de son arme. Un appel téléphonique fait savoir à la police que deux assaillants en cagoule ont pris la fuite à bord d'un SUV noir après une altercation violente. Des coups de feu sont entendus, les services d'urgence du comté de Broward se rendent sur place en vitesse et trouvent Jassé dans un état critique. Les sources divergent sur les zones d'impact, mais le jeune rappeur aurait reçu 3 balles. Un témoin constate la scène et va diffuser une vidéo que je ne peux pas te montrer ici parce qu'on voit le corps de Jassé. Jassé est transporté d'urgence à l'hôpital Broward Health North. Malheureusement, ça m'aurait annoncé sur le compte Twitter du bureau du shérif du comté de Broward à 17h30. Jassé Dwayne Ricardo Onfroy, a.k.a. XXXTentacion, rappeur de génie aux multiples facettes, s'éteint à l'âge de 20 ans. Les circonstances de sa mort rappellent fatalement celles d'une autre fusillade survenue le 7 septembre 1996 à Las Vegas. En début d'année, Jassé se compare d'ailleurs à Tupac, estimant qu'il est un bien meilleur rappeur que la légende californienne assassinée à 25 ans. D'autres phrases un peu mystiques du jeune rappeur disparu semblent assez annonciatrices. Par exemple, il dit en live sur Facebook, 6 mois avant son assassinat, alors qu'il parle de ce à quoi il aimerait que son héritage ressemble, « Si je devais mourir ou être sacrifié, je voudrais que ma vie ait rendu au moins 5 millions de jeunes heureux. » Il dit aussi via ses réseaux sociaux, « Si on me tire dessus ou qu'on me tue pour ce que je fais, ou si on m'attrape et qu'on me casse la gueule, je l'aurais mérité. Tout le monde obtient ce qu'il mérite. » Et Jassé dit aussi, « Je ne passerai pas les 21 ans. Je vais sûrement crever d'une mort tragique. » Des fans vont créer un mémorial improvisé sur le lieu du drame. Le propriétaire du concessionnaire Riva Motors, où XXXTentacion a été tué, organise une veillée le soir même. Des centaines de personnes se rassemblent pendant la veillée et le shérif du comté de Broward est contraint de fermer la rue. Le manoir du rappeur à Parkland en Floride devient également un lieu de commémoration. Les funérailles de Jassé vont rassembler plus de 8000 personnes. Sa dépouille est présentée, cercueil ouvert, entouré de plusieurs roses noires. Un mausolée magnifique sera érigé au jardin Boca Raton Memorial Park à Boca Raton pour accueillir sa dépouille. Quelques jours après le drame, le nombre d'écoutes et de téléchargements du titre « Sad », triste en français, explose tous les compteurs, battant même Taylor Swift et son titre « Look What You Made Me Do », qui détient jusqu'ici le record du plus grand nombre d'écoutes d'un artiste en une seule journée. Le classement Spotify indique que Sad est écouté plus de 10,4 millions de fois. La petite amie et la mère de Jassé annoncent ensemble, quelques mois après le drame, que Genesis est enceinte du fils à naître
du rappeur. Gekyum naîtra 8 mois plus tard et Genesis explique que Gekyum est un dérivé d'un mot créé par X avant sa disparition et ça signifie un état différent ou un autre univers de pensée. Gekyum, c'est mignon. Genesis explique que Gekyum va entendre parler de son père 24 heures sur 24. Le 31 juillet 2018, un mois et demi après la mort du rappeur, le juge Richard Hersch de Floride abandonne au cours d'une audience la totalité des charges qui pèsent sur Jassé. Coups, blessures graves sur une femme enceinte, coups et blessures domestiques par strangulation, séquestration, subornation de témoins et harcèlement de témoins. 3 mois après l'abandon de ces charges, un enregistrement audio du rappeur qui date d'octobre 2016, détenu jusqu'alors par la police de Miami, est rendu public. Et dans cet enregistrement, Jassé reconnaît les violences contre Geneva et il déclare aussi avoir poignardé 9 personnes. Le lendemain du meurtre, la police du comté indique qu'elle envisage la piste d'un vol qui a mal tourné. Et pour faire avancer l'enquête, les autorités annoncent, pendant une conférence de presse, une récompense de 3 000 $ pour toute information pouvant mener à l'arrestation des assaillants. Ça ne donnera rien, mais les suspects seront de toute façon identifiés dans les semaines qui suivent grâce aux images de vidéosurveillance du concessionnaire et du parking. La police sera aussi aidée par des données téléphoniques et aussi par une vidéo sur le portable d'un des suspects. Ce suspect étant un génie, il se filme avec des poignées de billets de 100 $ quelques heures après le drame. Et d'ailleurs, ce même homme dépense le lendemain du drame 800 $ en vêtements à Fort Lauderdale. Finalement, on retrouvera chez l'un des suspects une arme correspondant aux cartouches ramassées sur la scène de crime. 4 personnes sont accusées de meurtre au premier degré et de vol à main armée. Le 19 juillet 2018, la police confirme avoir identifié 2 suspects, Michael Boatwright, 22 ans, et Trayvon Newsome, 20 ans. Ils sont accusés d'être les 2 hommes qui se sont approchés de la BM de Jassé et qui l'ont agressé. Michael est accusé d'avoir tiré sur le jeune rappeur. Ses empreintes sont retrouvées dans la voiture louée par un ami de Dedrick Williams qui a servi pour le vol. Le 21 juin 2018, Dedrick, 22 ans, est arrêté à Pompano Beach. Le vol constitue une violation des conditions de son sursis puisqu'il est déjà poursuivi pour détention de stupéfiants, arme à feu, violence conjugale et attaque à main armée. En gros, un mec bien quoi. Dedrick est inculpé pour homicide volontaire, vol de véhicule et conduite sans permis. Il est accusé d'être le conducteur du véhicule pendant le meurtre du rappeur. Le 27 juin, c'est Robert Allen, 22 ans, qui est arrêté. Il apparaît sur les images de vidéosurveillance du concessionnaire de moto. Il a déjà plusieurs accusations en cours pour usurpation d'identité. D'après les autorités, c'est la petite amie de Dedrick qui l'accuse et dit qu'il est impliqué dans le meurtre de Jassé. Mais d'après Dedrick, c'est Michael et Trayvon qui ont commis le vol et le meurtre. Au total, ce sont donc 4 hommes qui sont accusés d'avoir participé au meurtre de XXXTentacion, a.k.a. Jassé Onfroy. La procureure Pascale Achille ouvre le procès en janvier 2023, 5 ans et demi après le meurtre de Jassé. Elle reprend les faits. 2 hommes tendent un piège au jeune rappeur, ils l'empêchent de sortir sa voiture du parking, ils l'agressent, ils le frappent, ils lui volent son sac, puis sans provocation, et alors que Jassé n'est pas armé, ils l'abattent de plusieurs coups de feu. D'après l'enquête, voici ce pourquoi les hommes vont être jugés. Michael est accusé d'être le meurtrier. Trayvon, le 2e homme armé, est accusé d'avoir volé le sac plein d'argent. Dedrick est accusé d'avoir conduit le SUV et Robert est accusé d'être présent dans le véhicule. Les avocats de chacun des hommes défendent leurs clients comme ils peuvent. Les preuves sont flagrantes et indéniables. L'avocat de Michael va accuser Robert d'être le seul responsable. Il dit qu'il ment pendant son témoignage. Et l'avocat de Dedrick, Mauricio Padilla, dit que l'enquête a été bâclée par les équipes de police qui sont encore préoccupées par la fusillade de l'école Parkland, une des pires fusillades du pays pendant laquelle Nicolas Cruz, 19 ans, tire sur des étudiants et sur le personnel de son école le 14 février 2018. Alors tu as sûrement entendu parler de cette fusillade. Et ce brillant avocat va aussi annoncer, très sûr de lui, que la police n'a pas suffisamment considéré la possibilité que Drake soit impliqué. Il appuie cet argument sur une phrase prononcée par Jassé qui dit quelques jours avant sa mort « Si je suis assassiné, c'est Drake ». Alors on imagine bien que si ça avait été le cas, aucun des accusés n'aurait gardé le secret. Et il y aurait aussi probablement des preuves, des rencontres avec Drake, des SMS, quelque chose, non ? Et si c'est vrai qu'au vu de la tension entre les 2 rappeurs, certaines rumeurs indiquent que Drake puisse être de près ou de loin impliqué dans l'assassinat de Jassé, la piste est réelle puisqu'elle est évoquée pendant l'audience. Mais il y a quand même rien. Le juge va calmer direct les rumeurs qui incluent Drake dans l'affaire et il affirme « Il n'existe aucune preuve de son implication autre que des oui-dire et des insinuations.
On essaie seulement de traîner une célébrité dans cette affaire. Le nom de Drake est donc lavé de tout soupçon dans le meurtre de Jassé. De son côté, l'avocat de Trayvon explique que ni l'arme, ni l'ADN, ni la vidéo, ni l'argent volé ne lient son client au meurtre du rappeur. Robert, donc le mec qui était juste là dans la voiture, va accepter un accord avec le procureur. Il plaide coupable de meurtre au second degré et témoigne contre ses partenaires de crime en échange d'une peine plus clémente. Présent au procès, l'ami et oncle de Jassé, Léonard Kerr, témoin direct de l'embuscade, a du mal à évoquer les faits. Son neveu et lui se font braquer par 2 hommes, il leur crie de sortir de la voiture, Léonard s'exécute mais Jassé refuse. Il raconte avec émotion qu'il s'enfuit, laissant son neveu seul face aux assaillants. « Si je m'enfuis, je peux me faire tirer dessus, mais je peux m'en sortir. Si je reste là... » Pendant qu'il s'enfuit, il rapporte avoir entendu au moins 2 fortes détonations avant de s'apercevoir que les 2 hommes sont repartis avec la voiture. Et en revenant à la voiture, il se rend compte que Jassé est touché et que ses biens ont été volés. Le 20 mars 2023, Dedrick Williams, 26 ans, Trayvon Newsome, 24 ans, et Michael Boatwright, 28 ans, sont reconnus coupables d'assassinat et de vol à main armée par le jury d'un tribunal de Fort Lauderdale. Selon la justice, voici ce qu'il se passe ce jour-là. Michael et Trayvon sortent du véhicule. Ils barrent la route de la voiture du rappeur et c'est Michael qui l'abat. Trayvon vole le sac, Dedrick reste au volant, c'est celui qui planifie l'attaque. Ils encourent la prison à perpétuité. Les 3 hommes comparaissent à nouveau le 5 avril devant le tribunal pour l'annonce de leur peine. Michael, Dedrick et Trayvon sont reconnus coupables de meurtre au premier degré, de vol à main armée. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité. Et Robert Allen, au vu de son accord de plaidoyer, il est condamné à passer 7 ans derrière les barreaux. Il en a déjà passé 5 à la prison du comté de Broward. En attendant son procès, il lui reste donc seulement 2 ans. Il garde quand même une période de sursis de 20 ans, ce qui est énorme. Les 3 autres accusés ne peuvent pas bénéficier ni même demander de libération conditionnelle, ils vont passer le reste de leur vie derrière les barreaux. Ce qu'il nous reste de XXXTentacion, c'est une fanbase hyper fidèle à ce jeune homme reconnu par ses pairs pour son génie, un rappeur qui a connu très jeune une ascension fulgurante. La semaine qui suit son meurtre, le titre Sad figure en tête du top 100 à titre posthume, comme ça a été le cas avant lui pour Notorious Big. De nombreux artistes rendent hommage à Jassé après son meurtre, ses amis Ski Mask, Quavo, Lil Peep et Lil Wayne, mais aussi des artistes moins proches, comme Travis Baker, J. Cole et Kanye West qui dit « RIP, repose en paix, je ne t'ai jamais dit à quel point tu m'as inspiré, merci d'avoir existé. Ce garçon était un génie, un vrai artiste, il faisait ses propres règles, il avait ses torts, mais il était jeune et il travaillait beaucoup sur lui, il voulait être meilleur. » L'hommage le plus marquant sera celui de son amie Billie Eilish. De son vivant, leur relation amicale a été sujette à plein de rumeurs, rumeurs évidemment qui disaient qu'ils étaient ensemble, mais d'après Billie Eilish, ils n'ont jamais été en couple, ils sont amis et ils s'admirent. Ja m'a soutenu, explique Billie Eilish, et il m'a aidé à dépasser une chose à laquelle je n'aurais pas survécu sans lui. C'est bizarre de parler de ça parce que je ne pense pas qu'il était humain, et il ne pense pas que j'étais humaine. Je me souviens qu'il m'a dit un jour « Non, je suis pas un humain, t'es pas une humaine, on est tous les deux des aliens, on n'est pas véritablement sur cette terre. » Tout ce qu'il cherchait, c'est devenir meilleur, il était comme un rayon de lumière et il essayait toujours de tout faire pour les autres. Il est la personne la plus altruiste, généreuse et désintéressée que j'ai jamais rencontrée. Désolée, Link m'a un peu gâché le cadrage, donc j'ai filmé cette vidéo en 3 fois parce qu'elle est très longue et ma caméra supporte pas de filmer pendant aussi longtemps, j'avais même oublié de rallumer mes trucs. Donc on est revenu sur un cadrage... sans affectation du chat Link. Bref, Billie Eilish va recevoir un gros backlash par rapport à son soutien au rappeur au vu des accusations pour violence domestique, bien sûr, mais elle va se défendre. Je devrais pouvoir faire mon deuil comme je l'entends et sans me faire acculer. Comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres artistes avant lui, il existe une fan théorie autour de Jassé. XXXTentacion n'est pas mort. Certains fans tentent de démontrer que tout est une mise en scène et que le rappeur américain est vivant. Elvis Presley, Tupac, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Michael Jackson ou encore Amy Winehouse, alors ils ont tous eu le droit à cette même théorie. Sur YouTube, il y a une vidéo de Jassé qui est mort dans sa voiture, alors je t'ai montré juste un petit extrait. Sous cette vidéo, le premier commentaire c'est « Au fond de moi, je sais qu'il est toujours vivant ». Entre inspection de tatouages, vidéos antidatées, analyse de scènes de crimes douteuses, il y a qu'à taper XXXTentacion pas mort sur Google et laisse-toi emporter dans le terrier du lapin blanc pour en découvrir plus à ce sujet. Fais attention à ce que tu fais dans ta vie, parce que ta vie est juste devant toi. Tout ce dont tu as besoin est juste devant toi. Même si t'es fauché,
même si t'es fauché, c'est parce que c'est censé être comme ça. Les gens qui luttent le plus ou qui ont le plus de difficultés finiront par réussir, je te le promets. Tu n'auras pas éternellement la vie la plus dure, tout viendra à toi, ce que tu mérites viendra à toi. Et si je finis par me faire tirer dessus et tuer pour ce que je fais, ou si je finis par me faire tabasser à un moment donné, si ça devient dur pour moi, c'est parce que je le mérite. C'est comme ça, mais pas autrement. Tout le monde aura une mort qu'il mérite, tout le monde aura une vie qu'il mérite, tout le monde, vous aurez ce que vous méritez. Karma, c'est comme ça et pas autrement. On se quitte sur ces belles paroles de XXXTentacion, mais avant, et vraiment j'y tiens, j'aimerais que tu laisses un commentaire et que tu me dises si tu aimes ce rappeur, cet artiste, quels sons tu aimes de lui, ou sinon dis-moi s'il y a un autre artiste qui te touche autant, qui te touche aux larmes, alors que ce soit dans la chanson ou sous une autre forme d'art, cinéma, peinture, etc. Je voudrais terminer un peu en freestyle, alors j'ai pas prévu de script, hein, donc désolé pour le monteur qui va probablement galérer. Je voudrais parler de la raison pour laquelle il me tenait tant à cœur de faire cette vidéo et surtout pourquoi elle est aussi longue. Jacé, c'est un rappeur que j'admire. Du coup, maintenant que je sais tout ça sur lui, parce que je ne savais pas avant de faire la vidéo, bien sûr, mais maintenant que je sais tout ça sur lui, je peux pas dire ça, mais avant de faire cette vidéo, c'est un artiste que j'admirais, alors uniquement pour son art. Sa musique m'a vraiment émue aux larmes. La première chanson que j'ai découverte de lui, c'était au Danemark, avec Justin, j'étais en train de faire ma pause toilette du matin, et moi, quand je fais ma pause toilette, il faut qu'il écoute de la musique, Justin. Je peux pas faire pipi ou caca devant mon amoureux. Pipi, ça va, mais caca, hors de question, hors de question. Du coup, j'étais en train de faire ma pause caca du matin, on était à l'hôtel, et donc je dis à Justin, mets de la musique, mets quelque chose. Et il est rodé maintenant de toute façon, donc il sait. Il met une chanson de XXX, et donc c'était la chanson Wow, enfin je sais pas comment on dirait en français, mais voilà, c'est cette chanson-là, je te mettrai un tout petit bout à la fin. J'entends cette chanson, et je dis putain, elle est trop bien, c'est qui, c'est quoi? Et il me dit c'est XXX, je dis Tentacion, mais non, arrête. Je lui parle du fait que je voulais faire une vidéo sur sa mort, en premier lieu parce que c'est une mort qui est quand même dans le monde du rap en plus, et tout, enfin, et c'est du déjà vu, plus ou moins, avec Tupac notamment, donc c'est une affaire qui est plutôt sensationnel et dont je voulais déjà parler sans connaître l'artiste, sans connaître ses chansons, et encore moins sa vie, mais du coup j'entends cette chanson, et quand il me dit que c'est lui, je dis putain, alors déjà j'aimais, enfin je commence à entendre les premières secondes et j'aime bien, et puis je continue de l'écouter, et alors vraiment je t'invite à l'écouter dans son intégralité, j'avais l'impression qu'il chantait d'outre-tombe. Donc cette chanson m'a beaucoup émue, même avant de connaître son histoire. Après j'en ai découvert d'autres, notamment Vice City, que j'adore, Moonlight, je pense qu'elle est très connue, et j'aimais bien aussi celle-ci, que je connaissais avant, sans savoir de qui il s'agissait comme artiste. Je pense que si t'es quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, tu ne peux que ressentir cette profonde tristesse qu'il transmet à travers sa musique. Je vais essayer de pas pleurer. Ouais, j'écoute ces trucs et ça me touche aux larmes. Alors du coup, j'écoute moins aujourd'hui, maintenant, surtout maintenant que je sais tout ce qu'il y a derrière le personnage. Enfin, violence domestique, c'est quelque chose qui malheureusement me parle, donc j'ai du mal à séparer l'artiste de son œuvre. Et de toute façon, c'est un concept avec lequel je suis absolument pas d'accord. Tu peux pas séparer un artiste, pas de son œuvre, pardon, un artiste, enfin l'art de l'artiste, tu peux pas séparer son œuvre ou ses œuvres de la personne qu'il est dans la vraie vie. Et je pense à notamment Roman Polanski, enfin ce qu'il a fait, c'est tellement dégueulasse. Comment tu peux aujourd'hui apprécier ses films? Moi, ce mec-là, ok, c'était un génie du cinéma, je peux plus regarder, sachant ce qu'il a fait, et surtout qu'il a échappé à la justice. Avec X, je dirais quand même que la nuance avec lui, c'est que il y a le côté, voilà, très jeune, il y a ce côté de violence, au fond, que je comprends, pas la violence physique, mais la violence qu'on a en soi, de la colère, en fait. La colère, c'est plutôt le mot que je voudrais utiliser plutôt, c'est le mot colère. Jacé, je pense que quand il donne les 100 000 $ à des associations pour violence domestique, je pense que quelque part, c'est une façon de se faire un peu pardonner. Il reconnaît les faits plus tard, et du coup, j'ai un sentiment de... On est resté en suspens, le procès n'a pas eu lieu, on ne sait pas ce qu'il aurait dit à ce procès, on ne sait pas s'il se serait excusé devant Geneva, enfin bon voilà, je lui trouve pas d'excuses, mais je trouve que vraiment on est laissé en suspens par le fait qu'il soit mort aussi jeune. Roman Polanski, c'est pas la même histoire. Daniel Cohn-Bendit, enfin voilà, pour n'en citer que quelques-uns qui me dégoûtent à la mort. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui aime le rap pour écouter, apprécier XXX Tentacion, parce qu'il a des musiques où c'est plutôt un style rock, et du coup c'est assez étonnant d'entendre rapper sur ce genre de son, parce que quand il fait du rap ou de l'émo-rap, c'est vraiment très puissant rap, et tu l'entends faire rapper sur des musiques qui sont plutôt rock'n'roll. Il y a un décalage qui est vraiment sublime et poétique, je trouve. Donc je t'invite quand même à écouter ces sons, même si t'es pas du tout dans l'univers du rap. Je suis quelqu'un de très éclectique, j'écoute vraiment de tout, même des trucs un peu
chelou. Donc la question que je voudrais te poser en outro, en fin de vidéo, c'est qu'est-ce que tu penses du fait de séparer, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais séparer l'artiste de son art, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des gens qui disent oui, il faut le faire. Mais c'est marrant parce que tu verras que souvent ces personnes qui disent ça, bah, c'est pour un artiste en particulier. Ce qui est fou quand même, parce que ça montre vraiment à quel point une personne, que ce soit un rappeur, un acteur, ou même une personne sur les réseaux sociaux, un youtubeur ou quoi, ça montre le pouvoir que ça peut avoir d'être à cette place, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé dire, mais je pense que je suis peut-être pas prête à partager. Et puis en même temps, c'est ma vie, donc on s'en bat les steaks. Mais voilà, merci de m'avoir écouté. Cette vidéo, elle a été très longue parce que, ouais, il me tenait vraiment à cœur de la faire dans un premier temps, parce que c'est une mort qui est assez sensationnelle, on va dire, mais dans un autre temps, parce que quand j'ai écouté ses chansons, avant de savoir la personne qu'il était, ça m'a remué plein de choses en moi, des choses mauvaises, bien sûr, et quelque part, il y a presque une beauté à... Je sais pas comment le formuler, donc je vais m'arrêter là, je veux pas te faire déprimer. Écoute pas trop, ex, parce que, ouais, ça peut te faire déprimer. Mais voilà, prenez soin de vous, j'insiste, et je le répète, mais les personnes qui sont dans une relation malsaine, abusive, toxique, voilà, il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous écouter, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit même des numéros qui sont dédiés, donc j'insiste vraiment, pas de victim shaming, pas de, voilà, si on veut soutenir ex, il n'y a pas de souci, tu peux laisser les commentaires que tu veux, je suis pas quelqu'un qui censure, je déteste censurer les personnes qui veulent laisser un commentaire sous mes vidéos, donc je te censurerai pas tant que t'es dans le respect, tu peux très bien soutenir ex et pas soutenir Geneva, mais je veux pas qu'on lynche les personnes qui sont victimes de ce genre d'abus, ça par contre, voilà, je le tolérerai pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.